Imaginons la scène. Un élève, disons au lycée, passe un examen de mathématiques super complexe. Il rend sa copie, le professeur corrige et le résultat tombe. 20 sur 20. La note parfaite, quoi. La consécration. Bah oui, sur le papier, c'est un triomphe absolu. Et pourtant, selon les recherches qu'on explore aujourd'hui, il est tout à fait possible, et même carrément fréquent, que cet élève n'ait strictement rien appris. Zéro. Ouais, et c'est le genre de paradoxe qui fait complètement exploser notre vision traditionnelle de l'école, en fait. C'est ça. On a souvent cette image mentale très simple de l'éducation, un peu comme de la plomberie intellectuelle, tu vois. Un professeur avec une grande cruche remplie de savoir, qui verse ce savoir directement dans le cerveau bien vide d'un étudiant. C'est une métaphore super rassurante, la cruche. Parce que ça donne l'illusion d'une transmission parfaite, linéaire et sans aucune friction. Ouais. On se dit que si le prof parle, l'élève retient. Exactement. On part du principe que si l'information est énoncée clairement à voix haute, paf, elle est automatiquement imprimée dans l'esprit de l'autre. Et c'est là que ça devient intéressant, quand on se penche sur la littérature académique, cette illusion s'effondre très rapidement. Ah ça, pour s'effondrer, elle s'effondre. En fait, le processus d'apprentissage s'apparente moins à un transfert de liquide qu'à la navigation d'un champ de mine psychologique. C'est rempli de règles secrètes et d'attentes invisibles. Et c'est exactement la mission de notre exploration du jour, pour quiconque nous écoute. On a devant nous une pile de documents fascinants avec une attention toute particulière sur les notes de cours du professeur Babouri de l'année 2026. Des textes vraiment denses d'ailleurs. Très dense, ouais. Et le but de cette plongée au cœur de ces textes, c'est de décoder ce qui se passe sous la surface quand une personne tente d'en former une autre. On va chercher à comprendre pourquoi le système échoue si souvent, même quand tout le monde fait de son mieux, en fait. C'est clair, on va révéler ces fameux mécanismes invisibles qui dictent notre capacité à acquérir de nouvelles compétences. Et la première étape pour démêler tout ce chaos, selon nos sources, c'est de nettoyer notre vocabulaire. Bon, décortiquons un peu tout ça. Par quoi on commence? Par une confusion hyper ancrée, celle entre les termes instruction et éducation. En s'appuyant sur des figures historiques genre Jean-Jacques Rousseau ou Émile Durkheim, les textes montrent que confondre ces deux concepts, c'est un peu comme confondre le marteau avec la maison finie. Ah ouais, l'outil contre le résultat final. Exactement. L'instruction, c'est l'acte technique de transmettre des connaissances spécifiques. C'est l'outillage, quoi. L'éducation, elle a une dimension infiniment plus large. C'est le but ultime en somme. Voilà. Son objectif, c'est d'élever un individu complet, de développer ses facultés physiques, intellectuelles et surtout morales pour qu'il puisse s'intégrer et fonctionner dans une société. Donc on peut parfaitement instruire quelqu'un, disons, sur le fonctionnement d'un moteur à combustion, sans pour autant l'éduquer. Tout à fait. Et ça nous amène directement à une autre paire de mots qu'on a tendance à mélanger allègrement, la didactique et la pédagogie. En lisant ces définitions dans les notes, j'ai eu une image qui m'est venue. C'est un peu comme la brigade d'un grand restaurant étoilé. La didactique, ça serait la science de la recette et le choix des ingrédients. Ouais, j'aime bien cette analogie. Ouais, c'est l'analyse de la composition chimique du plat, tu vois. Le didacticien se demande quelles sont les étapes logiques pour que la sauce prenne, quels sont les obstacles liés aux ingrédients eux-mêmes, alors que la pédagogie, c'est complètement autre chose. C'est l'ambiance dans la cuisine, non? C'est exactement ça. C'est l'art de gérer l'équipe, c'est la capacité du chef à rassurer un commis en panique au moment du coup de feu, à créer une atmosphère de travail pour que tout s'enchaîne de manière fluide. La comparaison est super apte parce qu'elle met en évidence que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre en fait. Un chef avec une excellente pédagogie mais une didactique désastreuse, il va servir un plat complètement immangeable. Mais dans une ambiance fantastique, tout le monde sera super heureux en cuisine. C'est ça, ça. Et à l'inverse, une didactique parfaite sans pédagogie, ça risque de mener l'équipe à l'épuisement total ou à la mutinerie avant même que l'assiette ne quitte la cuisine. Et le cœur du problème, ce que les chercheurs soulignent avec beaucoup d'insistance, c'est la nature même de ces fameux ingrédients. Le contenu, quoi. Ouais, quand on parle de contenu enseigné, on pense tout de suite à des faits purs, genre l'eau bout à 100 degrés ou la Révolution française a eu lieu en 1789. Mais le contenu didactique, c'est un iceberg beaucoup, beaucoup plus vaste. Le document martèle bien cette idée, ouais. Il y a les savoirs déclaratifs, ça c'est sûr, mais il y a aussi les savoir-faire, savoir résoudre une équation, savoir utiliser un microscope. Et c'est pas fini. Berger de l'iceberg, les savoir-être. Travailler en groupe sans écraser ses camarades, tolérer la frustration face à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, ou même des normes complètement implicites, genre rendre un rapport sans rature ou citer correctement ses sources. C'est énorme quand on y pense.
Une institution transmet en permanence des valeurs et des comportements de manière hyper silencieuse, au-delà même du programme officiel affiché sur la porte de la classe. Et du coup, comment le cerveau fait pour ne pas exploser face à tout ça? C'est précisément l'ampleur de ce contenu implicite qui pose problème en fait. Si le cerveau devait traiter consciemment chaque norme, chaque règle sociale et chaque fait simultanément, il imploserait direct. Donc il triche. Il filtre. Pour survivre à cette avalanche d'informations, l'esprit met en place ce que les chercheurs nomment le rapport au savoir. C'est un filtre personnel qui est extrêmement puissant. D'accord, mais ça marche comment concrètement? Le savoir objectif, froid, celui qui est dans un manuel ou un mode d'emploi, il n'entre jamais tel quel dans l'esprit. Il doit traverser la subjectivité de la personne. Et ce filtre est conditionné par des questions souvent inconscientes. Genre quoi? Genre, est-ce que j'ai la légitimité sociale pour comprendre ça? À quoi ça va me servir dans la vraie vie? Ou encore, quel est mon niveau d'implication émotionnelle face à ce truc-là? Ah ouais. Le texte illustre d'ailleurs ça avec un scénario sur un cours de probabilité et c'est super frappant. Prenons un élève A. Il regarde les équations au tableau et son esprit fait immédiatement des connexions avec le monde réel. Il a un rapport actif en fait. Voilà. Il voit comment fonctionnent les assurances, comment on calcule les risques médicaux ou, je sais pas, comment gagner au poker. Son filtre transforme l'équation en outil pour comprendre le monde. Et juste à côté, assis à la même table, on a l'élève B. Le pauvre élève B. Ouais. Pour lui, ces probabilités, c'est juste une langue étrangère hyper hostile. Son seul but, c'est de mémoriser mécaniquement la suite des symboles jusqu'au contrôle de vendredi pour pouvoir tout recracher sur la copie et tout oublier la seconde d'après. Et cette différence d'approche, elle s'explique brillamment par la théorie des trois mondes du philosophe Karl Popper qui est convoqué dans nos sources. Ah oui, le fameux trois mondes. Ouais. Popper postule l'existence d'un monde 1, qui est l'univers physique et matériel, ensuite un monde 2, qui est le monde subjectif des états mentaux de chaque personne, et enfin le monde 3, qui est le monde des produits symboliques, genre les théories scientifiques, les œuvres d'art, tout ça. Donc les concepts habitent dans le monde 3. C'est ça. Et le drame de notre élève B, c'est qu'il entretient un rapport purement utilitaire avec ce monde 3. Il traite les concepts comme s'il s'agissait d'objets lourds et encombrants, du monde 1, qu'il doit porter sur son dos jusqu'à l'examen pour s'en débarrasser. Il s'amuse pas avec la matière, quoi. Non, il ne joue pas avec les concepts, il les subit totalement. Mais là, attends. Je dois faire une pause et poser la question qui fâche. D'un point de vue purement pragmatique, si notre élève B a une mémoire à court terme incroyable, il peut très bien obtenir la même note de 20 sur 20 que l'élève A. Sur le bulletin, c'est les mêmes. Alors pourquoi la littérature s'inquiète-t-elle autant de ce rapport au savoir si le résultat chiffré masque la différence? C'est une super question. Ce qui est fascinant ici, c'est que le résultat chiffré, c'est un mirage à court terme. La différence fondamentale, elle réside dans la profondeur et la flexibilité de la connaissance. C'est-à-dire? Pour comprendre la mécanique de ce mirage, il faut regarder les 3 niveaux de maîtrise identifiés par la recherche. Le premier, c'est le niveau déclaratif. C'est très simple, c'est affirmer. Je sais ce qu'est un microscope. Ok, la définition de base. Ensuite, tu as le niveau procédural. Là, la personne dit « Je connais la suite d'actions pour allumer le microscope et placer une lame sous l'objectif. » Et notre élève B, il est bon là-dedans, j'imagine. Il excelle à ce niveau procédural vu qu'il imite sans comprendre. Mais l'effondrement se produit dès qu'il y a un imprévu. Parce qu'il lui manque le 3e niveau, le niveau métaprocédural. Ah oui, le niveau où on comprend le pourquoi derrière le comment. Exactement. Le niveau métaprocédural, c'est la capacité de justifier chaque étape. Par exemple, savoir qu'on doit toujours commencer l'observation au microscope par le grossissement le plus faible. Pas juste parce que le prof l'a dit, mais parce qu'il y a une vraie raison. Voilà. On sait que l'objectif le plus puissant risque de descendre trop bas, de briser la lame en verre et de détruire l'échantillon. L'élève métaprocédural y comprend les conséquences physiques de ses actions. Donc, si la machine tombe en panne ou si on change de modèle de microscope, il peut adapter sa méthode. Alors que l'élève procédural restera bloqué. C'est ça. Il est incapable de dévier de la seule route qu'il a mémorisée. Et malheureusement, le système lui-même encourage parfois cette superficialité à travers ce que Guy Brousseau appelle le contrat didactique. Le contrat didactique, c'est un concept assez vertigineux dans les textes. Complètement. Faut pas le confondre avec le contrat pédagogique classique qui gère la discipline, genre lever la main avant de parler. Le contrat didactique, lui, il concerne la gestion du savoir. Les attentes cachées, quoi. Ouais. C'est l'ensemble des attentes non formulées, des règles tacites entre la personne qui enseigne et celle qui apprend. Un accord invisible sur ce qui doit être deviné sans jamais être dit à voix haute. Ces attentes silencieuses,
Elle crée ce que les textes appellent des savoirs paradisciplinaires et protodisciplinaires. Et pour être honnête, en lisant ça, je trouvais ça un peu terrifiant pour quiconque essaie d'apprendre. C'est vrai que c'est le parcours du combattant. Un savoir paradisciplinaire, en gros, c'est une compétence absolument vitale pour réussir dans une matière, mais que le prof refuse d'enseigner parce qu'il considère que c'est pas son boulot. L'exemple typique, ce sont les maths en cours de physique. Exactement. On exige des élèves de manipuler des équations complexes pour calculer, je sais pas, une trajectoire, mais on ne montre pas comment isoler l'inconnu. Et du coup, l'échec de l'étudiant vient d'une lacune en algèbre, mais l'institution se dit juste « Oh, il est mauvais en physique ». C'est ça l'injustice du truc. Et les savoirs protodisciplinaires, c'est encore plus insidieux, parce que ça touche à la capacité de décoder le contexte de l'exercice. Savoir quand utiliser un outil sans qu'on nous le demande, c'est ça l'astuce. Voilà, savoir mobiliser une règle hors de son domaine d'origine, juste par déduction. Le document donne un exemple génial avec un exercice de biologie marine ou de nutrition où on doit calculer un apport calorique. Et ça demande d'utiliser la règle de 3 ou la proportionnalité. Sauf que, et c'est là le piège, les mots mathématiques ou règle de 3 n'apparaissent nulle part dans l'énoncé. L'enseignant part du principe qu'un esprit logique fera la connexion tout seul. Et c'est là que mon image de la plomberie intellectuelle vole définitivement en éclats. En fait, c'est comme jouer à un jeu vidéo hyper complexe où le tutoriel initial t'explique bien comment marcher, comment courir, mais il oublie volontairement de te dire sur quel bouton appuyer pour sauter. C'est une excellente métaphore. Le joueur arrive devant un ravin, il tombe et l'écran affiche un game over super punitif. L'école ou la formation en entreprise se retrouve à évaluer des compétences qu'elle n'a jamais pris la peine d'expliciter. Et devine qui ça favorise, Ceux qui ont déjà les codes par leur milieu social ou familial. évidemment. Et le problème, c'est que face à ces ravins invisibles, beaucoup de gens chutent. Et quand une majorité échoue, le contrat didactique est menacé de rupture. Ça devient la crise dans la classe. Total, c'est une situation de crise pour l'enseignant qui ressent une pression monstre pour prouver que sa méthode fonctionne. Alors pour éviter le malaise de l'échec collectif, la psychologie de la classe bascule complètement. Et le système se met à produire des illusions. Voilà où ça devient vraiment intéressant. C'est un mécanisme de défense inconscient en fait. Ouais, on triche avec la réalité de l'apprentissage juste pour sauver les apparences. Cette partie des textes est une véritable révélation. J'ai soudainement repensé à certains de mes anciens profs en lisant ça. On entre dans la mécanique des effets. Tu peux nous parler du premier, l'effet topaz ? Bien sûr, l'idée est hyper simple. L'élève bute sur un problème, le silence s'installe et le malaise grandit dans la pièce. Le professeur qui, incapable de supporter cette tension, ou qui veut sincèrement aider, il faut le dire, Oui, c'est pas forcément malveillant. pas du tout. Il va abaisser le niveau d'exigence à tel point qu'il souffle pratiquement la réponse. Il va dire un truc du genre allez, regarde bien la dernière syllabe du mot. C'est un pluriel, donc à la fin on met un A. Et l'élève répond SAS. Voilà. Le professeur est soulagé, l'élève a l'impression d'avoir trouvé la solution par lui-même. Mais en réalité, l'obstacle intellectuel n'a pas du tout été franchi. Il a juste été contourné. C'est fou. C'est une fuite en avant. Et le document associe souvent ça à un autre effet, l'effet Jourdain, en référence au bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. C'est un grand classique aussi. Ici, l'enseignant va surinterpréter une réponse extrêmement banale ou accidentelle pour lui prêter une pensée scientifique complexe. Genre quoi, l'enfant avec les blocs ? Oui. Imaginons un gamin qui empile 2 blocs rouges et 2 blocs bleus. Il dit un truc innocent du style 2 et 2, ça fait la même chose, peu importe le sens. Et là, le prof s'enflamme. Il s'extasie carrément. Remarquable. Tu viens de démontrer la commutativité de l'addition. En fait, on déguise une observation triviale en réussite académique de haut voile. La case est cochée sur le programme de l'inspecteur. Mais le gamin n'a aucune compréhension profonde de ce qu'est la commutativité. Il y a aussi ce que les chercheurs appellent l'attente incomprise. Et ça montre à quel point les cerveaux de l'expert et du novice vivent dans des univers parallèles. Ah oui, l'histoire du prof d'histoire. Ouais, c'est presque comique. Le professeur d'histoire, qui est un grand passionné d'architecture médiévale, demande à sa classe « Au Moyen-Âge, les habitants des villes élevaient des… » Et dans sa tête, il est évident qu'on parle des majestueuses cathédrales gothiques qui s'élèvent vers le ciel. Et les élèves répondent quoi? Ils sont beaucoup plus terre-à-terre. Ils pensent à l'agriculture et ils répondent en chœur « Des cochons ». C'est génial. Ça illustre parfaitement la déconnexion totale du contrat didactique. Le professeur pose une devinette basée sur ses propres obsessions et pas du tout sur la logique de l'élève.
Mais au-delà de l'anecdote amusante, il y a une erreur plus grave mentionnée dans les textes, l'analogie abusive. Oui, ça, c'est dommageable. L'esprit humain adore les métaphores pour simplifier l'inconnu. Alors, un formateur va expliquer la digestion humaine, par exemple, en la comparant à un grand tuyau en plastique qui traverse le corps. C'est très visuel, ça marche bien pour un enfant. Sur le coup, oui. Le problème, c'est qu'un tuyau, par définition physique, c'est imperméable. Son but premier, c'est d'empêcher les fuites. Ah, et du coup plus tard? Plus tard, quand ce même élève devra comprendre comment les nutriments traversent la paroi intestinale pour rejoindre le sang, son cerveau va bloquer totalement. L'analogie de base, qui était conçue pour l'aider, elle est devenue un mur cognitif infranchissable. Ce qui soulève une question fondamentale sur le fonctionnement même de notre cerveau. Pourquoi c'est si dur de corriger cette satanée image du tuyau? Et l'accommodation. L'assimilation, en fait, c'est l'autoroute de la facilité. Le cerveau reçoit une nouvelle info et lui trouve une petite case qui existe déjà. C'est super confortable, ça demande pas d'énergie. Voilà. Si on voit un loup pour la toute première fois, paf, on le met dans la case « gros chien ». Ok, Mais le véritable apprentissage, c'est l'accommodation. c'est ça. Et ça, c'est douloureux. C'est le moment où le cerveau réalise que la nouvelle info contredit ce qu'il croyait savoir. La case « gros chien » ne suffit plus pour expliquer le comportement du loup en meute. Donc il faut casser la case, littéralement. L'esprit doit détruire ses anciennes structures mentales pour en forger de nouvelles. Et ça crée un état de déséquilibre cognitif, une vraie tension psychologique. Qui peut se manifester comment? Par de la frustration, de la colère, voire même un sentiment d'épuisement physique. Tu sais, c'est la migraine que tu ressens quand tu essaies d'apprendre un nouveau logiciel au boulot et que l'interface est à l'opposé complet de ce dont tu as l'habitude. Ah, je connais bien cette migraine. Et c'est là que la boucle se boucle, avec l'effet topaz dont on parlait tout à l'heure. Si un prof souffle la réponse, c'est souvent par empathie mal placée. Exactement. Il voit la douleur de l'accommodation sur le visage de son élève, il voit le déséquilibre cognitif et il veut juste l'apaiser. Mais en lui épargnant cette douleur en forçant une assimilation rapide, il le prive du mécanisme même de l'apprentissage. Il donne un poisson au lieu d'apprendre à pêcher pour utiliser un bon vieux cliché. C'est exactement ce qui se passe. Du coup, face à ce chaos de filtres psychologiques, d'illusions et de contraintes invisibles, comment la recherche arrive-t-elle à modéliser tout ça de manière cohérente? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final en termes de géométrie de l'apprentissage? La modélisation a pas mal évolué. Elle est devenue de plus en plus tridimensionnelle. Initialement, la pédagogie se reposait sur le modèle très simple de Jean Housset. Le fameux triangle. Voilà, un triangle. À un sommet, l'enseignant, à un autre, l'élève, au troisième, le savoir. Et chaque arête du triangle décrit un processus direct. Plus tard, des chercheurs comme Chevalard ou Ruther ont densifié ce triangle en parlant d'axes épistémologiques ou psychologiques. C'est déjà plus complexe. Oui, mais la véritable percée conceptuelle évoquée dans nos documents, elle vient de Farber en 2003. Il a compris qu'un triangle plat, ça pouvait pas capturer la réalité d'une salle de classe ou d'une salle de formation. Parce qu'il manque du monde. Exactement. Donc Farber prend ce triangle, il lui ajoute de la profondeur et il le transforme en tétraèdre, une pyramide à base triangulaire. Et le quatrième semestre, c'est quoi? C'est le pôle du groupe, l'environnement social. Ah bah oui. Parce qu'on n'apprend jamais seul dans un vide stérile. Jamais. Les interactions avec les autres, la pression sociale, la peur de passer pour un idiot devant ses collègues, le travail collaboratif, tout ça modifie totalement la trajectoire du savoir. C'est plus une ligne droite, c'est un écosystème hyper tendu. Ou tirer sur un petit fil fait trembler toute la structure. C'est ça. Et la reconnaissance de cet écosystème en tétraèdre, ça change complètement le diagnostic de l'échec. Comment ça? Quand quelqu'un n'arrive pas à apprendre, le premier réflexe, c'est de blâmer son intelligence ou de dire qu'il ne travaille pas assez. Mais là, la modélisation nous montre que les blocages sont presque toujours structurels. C'est peut-être le rapport au savoir qui coince. Ou un obstacle paradisciplinaire qu'on n'a pas identifié. Ou encore le poids du groupe qui empêche l'élève de se tromper et donc d'accommoder l'information. L'échec n'est plus une tare personnelle, tu vois, c'est juste un bug dans le réseau d'interaction. Un nœud qu'il suffit de localiser pour le défaire. Franchement, c'est un message d'une puissance incroyable pour quiconque nous écoute en ce moment. Que l'on soit en train d'apprendre une langue étrangère, de maîtriser un outil pour une reconversion ou de former un collègue, comprendre ça, ça change la donne. C'est clair. Comprendre que la frustration qu'on ressent n'est pas un signe de stupidité, mais juste le bruit neurologique normal de l'accommodation, ça permet de ne pas abandonner. Et savoir débusquer les règles d'un contrat didactique toxique, ça permet de poser les bonnes questions au lieu de souffrir en silence.
Complètement. Reprendre le pouvoir sur son propre développement, ça passe par cette auto-analyse. Se dire, est-ce que je cherche juste à assimiler rapidement pour me rassurer, ou est-ce que je suis prêt à détruire mes anciennes certitudes pour vraiment comprendre la mécanique de ce sujet? C'est passer d'une soumission passive à une éducation choisie et active. Mais avant de clore cette exploration, les textes du professeur Babouri soulèvent une dernière idée. Et je t'avoue, elle m'a laissé perplexe pendant des heures. Ah, je vois très bien de laquelle tu parles. Ça concerne l'essence même du savoir qui nous est transmis. On part tous du principe que ce qu'on apprend, c'est la stricte réalité, la vérité scientifique pure. Et pourtant, la recherche démontre que pour qu'une connaissance complexe issue d'un labo ou de l'industrie devienne enseignable dans un temps imparti, elle doit subir une transformation radicale, ce qu'on appelle la transposition didactique et l'axiologisation. Un processus chirurgical, en fait. Totalement. Le savoir d'origine, il est hyper chaotique. Il y a des doutes, des controverses entre chercheurs, des zones d'ombre. Mais pour que l'école puisse l'évaluer avec un QCM, ce savoir est lissé, amputé de sa complexité. Et pire encore, il est filtré pour s'aligner avec les valeurs morales d'une société à un instant T. Ce qu'on enseigne n'est absolument jamais neutre. Et c'est ça qui amène à cette réflexion presque dérangeante. Si chaque concept, chaque événement historique on a laborieusement appris a été expurgé de ses incertitudes pour rentrer dans un moule, la vérité absolue dont on est si fier ne serait-elle au final qu'une immense fiction éducative scénarisée pour nous formater? C'est la grande question. Et si c'est le cas, quelle part de la réalité complexe du monde perdons-nous définitivement au moment même où nous croyons être en train d'apprendre? Ça ébranle pas mal la confiance aveugle qu'on a dans nos institutions, je dois dire. Ça invite surtout à toujours questionner la provenance de nos certitudes. C'est sûr. La fameuse cruche de savoir limpide du début, elle semble désormais bien lointaine, n'est-ce pas? Parce qu'à l'évidence, au lieu de boire une eau pure et objective, on navigue tous les jours, dans un immense labyrinthe de filtres de fiction et d'illusions consenties.